bienvenue à tous pour une nouvelle édition des 33 minutes bien investies de la CAPEB. Aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser au calcul du prix de revient, qui est quelque chose d'indispensable pour maîtriser votre rentabilité et donc faire fonctionner votre entreprise, comme vient de le dire Laurent, de la plus saine des façons. Ça fait écho aussi au webinaire qu'on a organisé au début du mois sur les procédures confidentielles en cas de difficulté pour les entreprises. Le webinaire est disponible sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas. Si vous l'avez loupé, ça dure là encore 33 minutes et ça vous permettra d'avoir des infos sur des procédures qui existent et dont on entend peu parler, comme par exemple le mandat ad hoc. Voilà. Je ne sais pas si vous avez l'habitude, donc je vais me répéter. On enregistre le webinaire pour le mettre à disposition de vos collègues qui ne sont pas là. Vous aurez le replay et le support juste à l'issue de la réunion tout à l'heure. Vous pouvez poser vos questions dans le chat en bas de votre écran. Vous avez une petite fenêtre conversation. Et puis, on se laissera un petit temps de questions-réponses à la fin pour répondre justement à toutes vos questions. Voilà. Et je vais laisser Laurent se présenter. Laurent, c'est notre grand intervenant du jour. Laurent, à vous les studios. Merci Mélanie. Alors, je vais passer au premier transparent. Donc, je suis Laurent Lemarchand, directeur d'une société qui s'appelle ECS, mais ça, ce n'est pas le plus important. Je suis un ancien menuisier, ça veut dire que je connais l'artisanat de l'intérieur parce que j'y ai vécu plus de 10 ans. Et puis, par ailleurs, je suis concepteur et j'ai été développeur d'un logiciel destiné aux artisans du bâtiment qui s'appelle EasyGestion. Sans anticiper sur ce qu'on va se dire après, le EasyGestion, je l'ai créé pour une seule et unique raison, c'est que comment j'ai vécu, notamment par l'intermédiaire des formations sur le calcul de prix que j'ai animé pendant à peu près 10 ans, j'ai vécu des entreprises qui, par la non-maîtrise des prix qu'elles pratiquaient, se mettaient dans des situations financières compliquées, voire fatales pour certaines. Et ce problème-là est vieux, le prix à la louche, comme on dit, suffisamment vieux et particulièrement important, à mon sens. Voilà, par exemple, la CAPEB ou nous-mêmes, on essaye de faire des choses en la matière. Alors, on est là pour parler du calcul de prix. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail purement et bassement mathématique du calcul de prix parce que forcément vous le connaissez. Je vais, selon moi, mettre en évidence une logique de calcul de prix. Ça commence par, de mon point de vue, et même si ça paraît évident, préciser ce que j'entends moi, et donc du coup, pour être sûr qu'on soit raccord, ce que j'entends moi par calculer un prix. Première chose pour moi, c'est qu'un prix peut être considéré comme véritablement calculé et donc sous-entendu maîtrisé quand on est sûr qu'il couvre bien toutes les charges que vous avez à payer et qu'il répond bien aux objectifs de bénéfices que vous vous êtes fixés. Alors ça semble évident comme ça, dit comme ça semble évident. Mais encore une fois, en formation prix de vente, j'ai tellement vu de cas où on pensait être en maîtrise du prix, mais à la question, alors, quel est le détail du prix que vous me présentez, l'interrogé étant sans réponse, sec. Alors, si vous ne maîtrisez pas le détail, vous ne pouvez pas être sûr que votre prix correspond à vos besoins, notamment financiers. Il y a un comptable qui disait pensez à vendre toutes vos charges, notamment. Donc, pour moi, calculer un prix, c'est en maîtriser chaque détail et chaque chose doit être à sa place. Donc, combien de temps il vous faut pour exécuter le boulot? Quels sont les différents coûts que vous avez à supporter? Les frais généraux, les coûts de main-d'œuvre, les éventuels coûts de matériel, etc. Quelle est la marge que vous avez prévu de faire sur tout ça? Et l'assemblage de tout ça nous donnera, et bien évidemment, le prix de vente. Mais on ne peut considérer que le prix est maîtrisé que si on est en détail de décortiquer le prix
et de pointer et de vérifier que chaque chose est à sa place et éventuellement, si un prix est défaillant, c'est probablement qu'un des détails est défaillant. Ça peut être le temps, ça peut être le taux horaire qui va au bout de ça, etc., etc. La petite précaution en passant, c'est méfiez-vous du prix du marché, parce que ce n'est pas parce qu'il est bon pour les autres qu'il est bon pour vous. Le piège classique, c'est de pratiquer le même prix que les concurrents, ça simplifie le calcul, sauf que si le concurrent en question a soit pas la même clientèle, soit pas la même méthode de travail, soit pas les mêmes équipements, soit pas la même zone de chalandise, etc., alors son prix est peut-être bon pour lui, mais éventuellement, il n'est pas bon pour vous. Et ça fait encore, comme on le disait tout à l'heure, ça fait 50% des boîtes qui se créent disparaissent au bout de 3 ans parce que pratiquer le prix du marché, ben, ça passe ou ça casse. Alors en général, ça passe quand le marché est porteur, ça commence à devenir plus tendu quand le marché se resserre un peu et a priori, le marché du bâtiment est appelé à se resserrer un peu dans les mois à venir. Donc à mon sens, il faut être précautionneux. Donc pour moi, maîtriser le calcul des prix, c'est ce que j'ai écrit en bas. Maîtriser le calcul des prix de vente, c'est la clé numéro 1 pour maîtriser la rentabilité de votre affaire. Si vous avez créé votre entreprise, c'était bien pour en tirer un bénéfice, évidemment. Donc, le calcul de prix, c'est fondamental. De quoi est composé un prix de vente? Donc, forcément, là, j'enfonce une porte ouverte, c'est super simple. C'est d'une partie main-d'œuvre, le temps multiplié par le taux horaire, d'une partie matériaux, le prix d'achat des matières qu'il vous faut pour exécuter le boulot, multiplié par le coefficient de marge sur matière. Vous n'aviez pas besoin de moi pour savoir que c'est comme ça qu'on est censé calculer un prix de vente. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, il faut aller un petit peu plus dans le détail. La première chose à dire, c'est que les deux éléments qu'on vient de citer sont liés. Si vous gagnez moins sur l'un, vous devriez compenser par l'autre. Je m'explique. Si vous faites moins de marge sur la matière, notamment parce que les prix de la matière ont augmenté, et là, tout le monde sera forcément d'accord avec ça, les prix de la matière ont augmenté et la première chose qui a disparu dans les entreprises qui avaient déjà signé des marchés, ben, c'est la marge qu'on avait prévu faire sur la matière. Donc, je sais pas, les 20 ou 30% qu'on avait prévu gagner sur la vente de la matière, ben, on ne les a plus parce qu'ils ont été engouffrés par l'augmentation du prix de la matière première. Et normalement, tout ce que je ne gagne pas sur l'un devrait se répercuter sur l'autre. Donc, moins je gagne ou plus je gagne sur la matière, plus je devrais augmenter ou diminuer on va dire, mon taux horaire. Si vous maîtrisez l'un sans maîtriser l'autre, alors vous ne maîtrisez rien. Si la marge sur matière bouge sans que jamais le taux horaire ne bouge, il y a forcément au final un objectif de rentabilité qui sera éventuellement pas atteint, ou pire, des charges qui ne seront pas couvertes. Donc les deux sont forcément liés, c'est le principe des vases communicants, il faut trouver un moyen, des outils, etc., une méthode pour faire en sorte qu'en permanence, ces choses-là s'autorégulent. Maîtriser le lien entre la main-d'œuvre et les matériaux, pour moi, c'est la clé numéro 2 pour maîtriser la rentabilité. Si vous ne maîtrisez pas ça, alors ça pourra fonctionner, mais vous serez à la merci des fluctuations du marché. Vous serez notamment, je reviens en arrière, vous serez notamment éventuellement à la merci d'une fluctuation. C'est aujourd'hui, vous avez, je ne sais pas moi, des prestations qui englobent une partie fourniture de matériaux. Mais il se peut que dans les années à venir, je ne sais pas, vous êtes installateur de pompe à chaleur, admettons, il se peut que pour l'instant, vous installez de la PAC neuve à tour de bras. Il se peut que peut-être dans les années à venir, vous fassiez plus de l'entretien. Eh bien, la marge sur matière quand on est dans l'entretien et la marge sur matière quand on est dans des prestations d'installation,
c'est que ce n'est pas du tout la même, parce qu'il y a beaucoup plus de fournitures dans un cas que dans l'autre. Donc voilà, notamment un exemple parmi d'autres qui justifie le fait que normalement les deux devraient être liés et on devrait avoir un œil sur les deux en permanence. Comment maîtriser le lien entre main-d'œuvre et matériaux? Eh bien, pour moi, c'est simple. Le calcul du taux horaire doit impérativement tenir compte de la marge que vous réalisez sur matière, que d'ailleurs vous en fassiez ou vous n'en fassiez pas. Si moi, je devais vous calculer un taux horaire, il faut impérativement que je sache quelle marge annuelle je dois prendre en compte pour cet achat et cette revente de marchandises. Les coûts non couverts par la marge sur matière doivent tout simplement être couverts par le taux horaire, puisque artisan que vous êtes, vous gagnez votre argent en vendant des heures de travail, en achetant et en revendant des matériaux. Votre chiffre d'affaires, il vient soit du temps passé à exécuter le boulot, soit dans la matière que vous avez achetée et que vous fournissez pour exécuter la prestation. Voilà, donc le taux horaire se calcule une fois qu'on sait quelle marge on va réaliser sur matière. Votre marge sur matière, ça devient un indicateur de gestion. Si votre marge sur matière, pour X raison, quelle que soit la raison, change, normalement, votre taux horaire devrait s'adapter. Si demain, encore une fois, voilà, l'augmentation des prix de matériaux doit avoir une conséquence sur la marge que vous faites sur matière, à frais généraux égal, objectif de bénéfice égal, etc., 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 le taux horaire doit augmenter. Mais le tout, c'est de le faire de manière maîtrisée. On est bien d'accord qu'on n'est pas en train de parler d'augmenter le taux horaire à la louche, sans repère. Donc, calculer les prix, ça passe inévitablement, c'est ce que j'ai écrit en bas, d'abord par la maîtrise du calcul de taux horaire. Pour moi, c'est la clé numéro 3. On pourrait, peut-être certains d'entre vous seraient tentés de me répondre à ce moment précis. Le taux horaire, c'est mon comptable qui le calcule. Et à cette affirmation-là, je répondrai pas possible. Pas possible si vous voulez être en maîtrise, si vous voulez maîtriser le fait que le taux horaire soit bien calculé, ça ne peut pas être le comptable qui vous le calcule. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Comment calculer un taux horaire? Un taux horaire, c'est facile, c'est super facile à calculer. Vous prenez une masse financière, vous la divisez par un nombre d'heures. On ne peut pas faire plus simple. Donc, pour calculer le taux horaire, il vous faut impérativement maîtriser la masse financière, les salaires, les frais généraux, l'objectif de bénéfice, etc., etc. Quelles sont les dépenses et quels sont les objectifs de bénéfice que j'ai à couvrir par l'intermédiaire des heures que je vais vendre. Ça, c'est la masse financière. Alors là, je suis d'accord avec vous, votre comptable est en maîtrise de ça, parce qu'un comptable, c'est un financier. Donc, il sait les salaires, les charges, les bénéfices, comment ça fluctue, etc. Il sait, c'est votre partenaire pour ça, il faut le solliciter pour ça, c'est son job. Par contre, là où le comptable sera dans l'incapacité d'apporter la réponse, c'est concernant le nombre d'heures. Or, on ne peut pas avoir la masse financière sans avoir le nombre d'heures. Le nombre d'heures, c'est votre capacité de production dans un premier temps, et au final, ce sont les heures que vous avez finalement réellement vendues au fil de l'année et sur une année complète pour réaliser vos prestations. Là, le comptable, il n'a pas de boule de cristal, ce n'est pas dans le bilan comptable que vous trouverez des heures, et ce que font les comptables quand l'artisan n'est pas en mesure de lui donner une information claire en la matière, bah, il fait un truc simple, il prend la moyenne du marché pour une entreprise qui est dans le même secteur géographique avec la même activité et à peu près la même taille. On en revient au fameux prix marché de tout à l'heure, c'est que si vous êtes dans la moyenne du marché, le taux horaire n'est pas totalement faux.
Si pour X raison, vous êtes décalé par rapport à cette moyenne du marché, par exemple, vous avez, comment vous êtes particulièrement attaché à ce qu'un client soit forcément un client satisfait. Donc, en gros, même s'il y a un petit défaut sur un chantier, dans tous les cas, vous y retournez. Vous ne laissez jamais un défaut trader. Bon, bah, peut-être que vous faites partie de ceux qui vont vendre un petit peu moins d'heures parce que bah, vous passez du temps à reprendre chacun des petits détails qui chagrinent les clients. Et de toute façon, des clients chagrinés, il y en aura tout le temps. Voilà, bah, peut-être ça fait que vous êtes en recherche d'une qualité de prestation qui n'est pas tout à fait à ce qu'on trouve en moyenne sur le marché. Et ça fait que vous vendez un petit peu moins d'heures que vos concurrents. Ou vous êtes sur ou sous-équipés. Voilà, les couvreurs qui sont équipés d'élévateurs, un chat comme ça, pour gerber les matériaux, ou ceux qui continuent de travailler à l'épaule, à l'échelle, n'ont pas forcément le même nombre d'heures vendues, vendables, pour capacité de production, à prestation, on va dire, égale. Alors, maîtriser le financier sans maîtriser les heures, ça n'a aucun sens. Le nombre de fois où j'ai vu des entreprises me dire « mais moi, mon taux horaire, c'est le comptable qui me le calcule ». Ok, très bien, pourquoi pas. Mais donc, combien d'heures vous vendez à l'année? Ça, je ne sais pas. Donc, s'il n'y a pas la maîtrise des deux, en fait, on ne maîtrise rien. Alors, le comptable va calculer quelque chose, mais on n'est absolument pas certain que ça corresponde à vos besoins. Le seul qui peut faire ça, en appui avec le comptable pour tout l'aspect financier, le seul qui peut faire ça, c'est le dirigeant de l'entreprise. C'est le seul. C'est le seul qui ait la vision globale, à la fois financière, mais aussi productive. Et dans la notion de production, il y a la notion d'organisation, hein, par exemple. Okay, j'ai été, moi, menuisier donc, pendant plus de 10 ans, dans une entreprise où on était à peu près une dizaine et on travaillait par équipe de 2 ou 3. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien évoquer parce que c'est assez révélateur, on va dire. Voilà, chez nous, dans la boîte où je travaillais, aucune organisation des approvisionnements de chantier. Ça veut dire que le matin, préparation des véhicules, etc., on apprenait le matin où on allait aller travailler et la plupart du temps, enfin en tout cas quand c'était un nouveau chantier, bah, il fallait qu'on passe par le fournisseur de matériaux du coin pour aller récupérer la camelote dont on avait besoin le jour même ou voire le lendemain. Donc ça donne une équipe de 2 ou 3 bonshommes qui va chez le fournisseur du coin. Pour peu qu'on ne soit pas le premier à être arrivé, on n'est pas le premier servi, donc on patiente. Une fois que le camion est chargé, qu'il faut faire les papiers, etc., il y en a un qui s'occupe de faire les papiers pendant qu'il y en a 2 qui glandent. Ça fait de la perte de production, de capacité de production. Alors, j'ai un autre exemple, c'était les appros en carburant. On rayonnait dans notre zone de chalandise, c'était en gros 50, 60, 70 bornes. On faisait un plein de véhicules tous les 2 ou 3 jours, à peu près. On faisait ça soit le matin en partant, soit le soir en rentrant, toujours sur le temps du job. On va à la station-service, ça prend 10 minutes, un quart d'heure à peu près. Bon, bah pour remplir le réservoir d'un véhicule, il n'y a pas besoin d'être 3. Un seul suffit. Donc, ça veut dire que si ça dure un quart d'heure, pendant qu'il y en a un qui le fait, pendant un quart d'heure, et il faut qu'il soit payé pour ça éventuellement, il y en a 2 qui glandent. Donc, au final, on a perdu une demi-heure par appro en carburant, à peu de choses près, multiplié par les 2 ou 3 équipes, multiplié par 2 ou 3 fois par semaine, etc. etc. Je vous laisse faire le calcul sur l'année, vous multipliez ça par un taux horaire à 40 balles, par exemple, et puis je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. La production, la capacité de production, c'est au moins aussi important que l'aspect financier des choses. Il y a beaucoup de choses qui se nichent dans des problèmes d'organisation ou dans des améliorations. Ce n'est pas forcément un problème, c'est juste qu'on pourrait faire différemment et peut-être mieux. Il faut maîtriser
absolument maîtriser les heures vendables. Il faut que vous maîtrisiez votre capacité de production. Vous ne méprenez pas quand je dis maîtriser, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez chronométrer vos gars. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez à la minute près, même à l'heure près, savoir combien de temps vous passerez exactement sur chaque chantier. Il y a une part de flou dans tout ça. On est en train de raisonner en volume d'heures annuel, on est en train de raisonner en moyenne par chantier, etc., évidemment. Comment maîtriser les heures? Alors, comme je le disais juste avant, c'est impossible de prévoir parfaitement les heures, notamment chantier par chantier. J'ai vécu encore une fois 10 ans de terrain. Quand on intervient chez un client, ben, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise quand, je ne sais pas, on dépose quelque chose. On n'est pas à l'abri des intempéries, des défauts d'approvisionnement. Enfin bref, je sais bien que vous avez une multitude de paramètres non maîtrisables, ou en tout cas difficiles à maîtriser et à gérer. Donc forcément que chantier par chantier, c'est compliqué, voire c'est impossible. En fait, on va chercher plutôt à maîtriser un volume d'heures annuel et une moyenne, que ce soit par chantier ou par prestation équivalente, on va dire ça comme ça. Pour moi, ça repose sur 3 étapes. La première, la plus importante de toutes, c'est estimer objectivement votre capacité de production annuelle, parce que ça doit devenir pour vous un indicateur de gestion. Vous avez un certain nombre d'heures à vendre pour que votre objectif de rentabilité soit tenu. Et au fil de l'eau, tout comme vous aurez d'un côté vos achats de matière avec la marge qui va avec, vous aurez de l'autre, vous devriez avoir de l'autre les heures que vous vendez et qui s'accumulent les unes aux autres pour vérifier que vous êtes bien dans les clous de ce que vous aviez prévu. Encore une fois, chantier par chantier, il y a les plus, il y a les moins. L'important, c'est que vous retombiez sur vos pieds. Intégrer une bonne moyenne d'heures dans chacun de vos prix, donc du mieux qu'on peut. Voilà, on intègre encore une fois chantier par chantier ou par prestation, mètre carré de je ne sais pas quoi, mètre cube de je ne sais pas quoi, le temps moyen qu'il nous faut pour exécuter la prestation. Et au final, en gestionnaire que vous êtes ou que vous devriez être, vous comparerez et bien évidemment les heures que vous avez réellement vendues avec les heures que vous auriez dû vendre, les heures que vous avez vendues par rapport à votre capacité de production. Ça vous dira si vous êtes dans les clous de ce que vous aviez prévu ou décalé. Et ça ne sera jamais parfait. Vous serez toujours décalé. Donc, tantôt, vous serez un petit peu là, tantôt, ce sera un petit peu dans l'autre sens. Ce n'est pas très grave en soi. Le plus important, c'est de le savoir. Donc, bon, j'enfonce une porte ouverte. Bien évidemment que quand vous prévoyez les heures pour exécuter un travail, il faut que vous pensiez à inclure les temps improductifs, les déplacements, les approvisionnements en carburant, les temps de manutention, les temps morts, etc. Hein, se concentrer sur le geste métier principal, ça ne suffit pas. Il y a tous les annexes. Voilà. Donc, de ça, selon moi, ressort le fait que vous devez suivre, ça doit devenir un indicateur de gestion, les heures vendables et les heures réellement vendues. Les heures vendables, c'est votre capacité de production et les heures vendues, c'est tout ce que vous avez réussi à vendre sur vos chantiers. Si on remet les choses dans l'ordre et qu'on résume un peu, la base de tout, pour moi, c'est de définir vos paramètres financiers et productifs. Donc, quel est le coût de vos frais généraux? Quel est votre objectif de bénéfice? Quels sont vos coûts de main-d'œuvre? Quelle est votre capacité de production, etc. En gros, dit autrement, c'est dites-moi qui vous êtes, dans le détail. Tout ce qui vous caractérise. Et tout est important. Parce que sur cette base-là, je vais pouvoir traduire ce qui vous caractérise en coefficient et taux horaire. Le taux horaire, ça n'est ni plus ni moins que le reflet
des charges que vous avez à payer, du bénéfice que vous avez à réaliser, du coût de main-d'œuvre que vous avez à supporter et, soit dit en passant, de votre capacité de production qui n'est pas forcément la même que votre voisin ou que votre concurrent, encore une fois. Donc, si vous me dites qui vous êtes, je saurais vous dire quel coefficient et quel taux horaire vous devez pratiquer. Donc, coefficient de frais généraux et de marge, taux horaire avec ou sans matériaux. Parce que, soit dit en passant, un des pièges classiques, c'est de ne pratiquer qu'un seul taux horaire, qu'on ait ou non de la matière, qu'on ait ou non de la marge du coût sur matière, on se vend le même prix à l'heure. Ça n'a pas de sens. Toute la marge que vous n'allez pas dégager de la matière que vous, par exemple, vous fournissez pas parce que la prestation ne prévoit pas de fournir de la matière, c'est une prestation de dépannage, d'entretien ou je ne sais pas quoi, cette prestation-là devrait être vendue avec un taux horaire plus important. Tout ce que je n'ai pas gagné d'un côté, je dois le gagner de l'autre, sinon je n'atteins pas mes objectifs de bénéfice. Vous déterminez, une fois qu'on en est là, vos besoins en matériaux et vos temps d'exécution. Là, c'est vous le pro, donc vous savez ce qu'il vous faut comme matière pour exécuter les chantiers, les prestations, etc. Là, on n'a rien à vous apprendre. Et concernant les temps d'exécution, ma foi, encore une fois, c'est vous le pro de l'affaire et c'est vous qui savez combien de temps il vous faut pour réaliser telle ou telle prestation. Donc, par ouvrage ou par chantier, selon, ma foi, vos habitudes de chiffrage. Et seulement là, on peut calculer le prix. Seulement là. Et si on n'a pas fait les étapes d'avant, notamment définir vos caractéristiques financières et productives, calculer vos coefficients et vos taux horaires, ça ne sert à rien d'envisager de calculer un prix. On n'a pas les éléments pour. En tout cas, pas pour le faire proprement. Donc, pour calculer un prix, il me faut le prix de la main-d'œuvre et le prix des matériaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le prix de la main-d'œuvre, c'est le temps d'exécution que vous aurez déterminé, multiplié par le taux horaire qu'on aura calculé et qu'on saura être le reflet de vos besoins financiers, objectifs de bénéfices, etc. Et le prix de matériaux, donc le coût d'achat des matières multiplié par la marge que vous avez l'intention de faire sur la matière, et soit dit en passant, en prenant en compte que le taux horaire qu'on a calculé tient compte de cette marge sur matière. Et si cette marge sur matière bouge, le taux horaire bouge. Vous gardez un œil sur vos indicateurs de gestion. Encore une fois, un artisan, ça vend des heures, ça vend de la matière. Pour moi, les deux indicateurs de gestion principaux sont combien d'heures j'ai vendu, combien j'ai acheté et revendu de matière. Si je sais quel taux horaire j'ai pratiqué derrière, quel taux de marge je pratique sur ma matière, les deux ingrédients de base principaux, c'est mes heures vendues, mes achats de matière. Et si tout ça a été mis dans l'ordre, votre rôle de gestionnaire, ça va être de réajuster le tir au fil de l'eau parce que, bien évidemment, au point numéro 1, quand on a défini les caractéristiques financières et productives de la boîte, on a anticipé notamment le coût d'achat annuel des matériaux et peut-être bien on sera un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous. On a prévu un nombre d'heures et peut-être bien on sera un petit peu en dessous ou un petit peu en dessus. Donc, au fil des chantiers qui s'écoulent, je regarde dans quelle mesure je suis bien dans les objectifs que je m'étais fixés et au besoin, j'ajuste le tir et je modifie. Quoi? Les paramètres d'entrée, vos paramètres financiers et productifs. Et là, la boucle est bouclée. Chaque fois que vous constatez dans vos tableaux de bord et compagnie que voilà, vous n'avez pas réussi à vendre toutes vos heures ou à l'inverse, vous avez vendu plus d'heures, vous n'avez pas vendu, acheté et revendu autant de matière que vous aviez prévu ou à l'inverse, vous en avez revendu plus que prévu. Tout ça, ça devient comment vos indicateurs de gestion
pour vous permettre d'ajuster vos paramètres financiers et productifs et pour faire en sorte qu'au fil des mois qui s'écoulent, vous puissiez anticiper le bilan comptable. Le but de la manœuvre, c'est que le bilan comptable ne soit plus subi. En fait, il devrait être juste la traduction de quelque chose que vous saviez déjà. Vous le saviez déjà parce qu'en début d'exercice, vous aviez planté un décor avec des paramètres financiers et productifs. Au fil de l'eau, vous avez vu dans quelle mesure le décor que vous aviez planté est conforme à la réalité. Chaque fois que vous avez vu que votre décor était décalé par rapport à la réalité, vous avez pris des mesures. Voilà, peut-être votre taux horaire, il a augmenté de 2 euros, diminué de 2 euros, j'en sais rien. Mais les mesures que vous avez prises vous ont permis de maintenir vos objectifs, notamment de bénéfices, et puis, soit dit en passant, de vous assurer que vous arriverez bien à couvrir toutes vos charges. Donc, voilà, le but de la manœuvre, c'est que, encore une fois, le bilan comptable ne soit plus subi, et Dieu sait qu'il l'est encore par beaucoup d'entreprises. On serre les fesses parce qu'on ne sait pas trop ce que le bilan va nous révéler. Ben, en fait, le bilan ne devrait que confirmer quelque chose que vous saviez déjà, parce que le gestionnaire de la boîte, le pilote de la boîte, c'est vous, et ça ne peut être que vous. Et on peut le maîtriser. Alors, le Easy Gestion, ça c'est le logo, mais je ne m'étendrai pas là-dessus. J'ai créé un logiciel de gestion devis facturation, et c'est justement pour ça que j'ai créé ce logiciel-là, parce qu'un logiciel de devis facture, s'il n'y a pas le préalable de maîtrise du taux horaire, maîtrise des coefficients, etc., actualisation des prix chaque fois qu'on touche dans des paramètres, c'est dangereux, potentiellement dangereux. On sort du devis, ça fait du chiffre d'affaires, ça fait de la commande, mais éventuellement, ça ne fait pas de rentabilité. Et même quelquefois, ça ne couvre même pas les charges de la boîte. Voilà, j'ai été peut-être un petit peu bavard, je suis désolé. J'en ai fini, Mélanie. Voilà. Merci Laurent. Alors j'ai une question dans le chat. Bonjour, les improductifs doivent-ils être comptés dans le total d'heures à diviser par la masse financière? Alors, tu peux me redire ce que j'entends mal, en fait, excuse-moi. Les improductifs doivent-ils être comptés dans le total d'heures à diviser par la masse financière? Alors, par rapport à ça, il y a deux écoles. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le coût des improductifs doit être payé par le client. Ça ne souffre pas la discussion. Le client doit assumer, quand je dis le, c'est comme si vous n'en aviez qu'un seul, mais les clients, voilà, doivent assumer l'intégralité de vos charges et l'objectif de bénéfice que vous vous êtes fixé. Concernant le fait que les productifs soient inclus dans les heures qu'on comptabilise pour diviser la masse financière, il y a deux écoles. La plupart du temps, la réponse est non. Les heures, la capacité de production ne prend en compte que les heures dites productives. C'est donc les heures qui sont passées sur le chantier à exécuter le cœur de métier de l'entreprise. Voilà. Les temps improductifs, on les retrouve en fait dans les frais généraux. Le coût le salaire et les charges qui vont avec, je ne sais pas moi, d'une secrétaire, d'un chargé d'affaires, d'un maîtreur, d'un commercial, etc. Ça, dans 90% des cas, on met ça dans les frais généraux. Ça veut dire que ça va venir augmenter le taux horaire du volume qui convient par l'intermédiaire du coefficient des frais généraux. Voilà. Maintenant, il y a une autre école. Je sais d'ailleurs qu'en Loire-Atlantique, vous avez un adepte de cette école-là. J'oublie son nom. Il a été président de la CAPEB Loire-Atlantique, si je ne dis pas de bêtises. Un constructeur bois. Oui, il y en a eu plusieurs. Bref, donc je sais que chez vous, par exemple, j'ai discuté, c'était super intéressant avec cet homme-là, qui donc, lui, a choisi de valoriser toutes les heures de travail.
et toutes les heures de travail sont du même coup considérées comme productives. Productives pour exécuter le travail qui est au cœur du métier de l'entreprise ou exécuter un travail, que ce soit de chiffrage, de facturation, etc., etc., etc. Et sur toutes ces affaires, on a comme ça ce volume d'heures qui à la fois s'occupe de la partie production à proprement parler et à la fois de toutes les annexes à la production, mais qui sont nécessaires pour que l'entreprise fonctionne. Ça, c'est une autre école. Elle est moins courante, elle est éventuellement un peu plus complexe à mettre en œuvre, c'est une autre école. Et auquel cas, là, oui, ces heures-là rentreraient dans le volume qu'on utilise pour diviser la masse financière. Mais par contre, ça supposerait que quand vous chiffrez les heures d'un chantier, vous chiffrez toutes les heures, y compris les heures administratives ou improductives. D'accord? Il y a forcément une cohérence entre la méthode que vous choisissez et la manière dont vous chiffrez vos devis. Je pense que Maxime a raison, ça doit être Michel. Michel Brochu, Atelier d'Isaac. Ah, c'est Michel Brochu, exactement. Ça, c'est un modèle pour moi, le Michel. Eh ben, c'est très bien. Un exemple. Ça me fait la transition. Pour votre info, Michel animera une conférence qu'on va appeler conférence inspirante au mois de juillet, mi-juillet. Vous allez avoir l'invitation bientôt sur justement ta manière de gérer son entreprise. Oui, souvent en décalage par rapport à la manière de gestion dont on a l'habitude de rencontrer. Elle est très particulière et le titre est bien choisi. C'est très inspirant. C'est super inspirant. C'est une approche complètement différente. Ouais. Alors, n'hésitez pas s'il vous reste encore quelques questions. Sinon, vous avez les coordonnées de Laurent à l'écran. Là, je me permets à Laurent Oui, bien sûr. Donc, n'hésitez pas. Je pense qu'on a quand même quelques entreprises qui ont déjà utilisé votre logiciel et qui sont capables de témoigner aussi. Si vous avez besoin d'avoir des retours, des témoignages du fonctionnement, n'hésitez pas à contacter Laurent. Et puis moi, je vais vous donner, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous donner rendez-vous après l'été désormais. On ne va pas faire de 33 minutes en juillet, on en fera un en septembre. Et alors, on va tester un... Ah, j'ai une dernière question. Comment se calcule le coef de frais généraux? Alors, le coefficient de frais généraux, c'est donc les frais généraux, enfin quoi? Oui, les frais généraux divisé par le coût de la main-d'œuvre productive. Voilà. Ça va nous donner un coefficient qui alors, admettons que je vais sortir un coef à 30% ou 35%, d'accord? Ça veut donc dire qu'une fois que j'ai chiffré le coût de ma main-d'œuvre, dans notre jargon, on dit le coût sec. Le coût sec de la main-d'œuvre, c'est le coût sans frais généraux, justement, et pour seulement exécuter la tâche principale. J'ai payé mon gars, je n'ai pas gagné d'argent, hein, je n'ai pas payé les charges qui vont avec, j'ai payé mon gars et il a exécuté le boulot. Ça va me donner un coût X. Mais à ça, je dois rajouter les frais de véhicule, les frais de l'entreprise, enfin bref, les frais généraux. Et ce coefficient, c'est justement la majoration de ce coût sec pour aboutir à un prix de revient. Le prix de revient étant le coût sec plus justement les frais généraux. Le prix de vente étant coût sec plus frais généraux plus marge. Donc, pour calculer ce coef, là, qui vient calculer le prix de revient, c'est, encore une fois, le coût des frais généraux divisé par le déboursé sec. Ce n'est pas forcément compliqué et à la fois pas forcément facile à mettre en œuvre. Le Easy Gestion sait faire tout ça, justement. C'est sa vocation, justement. Parce que c'est super important, c'est fondamental. Je ne sais pas, moi, on a bien vu d'ailleurs, les salaires viennent d'augmenter. Quand un salaire augmente, dans quelle proportion on doit réajuster le taux horaire? 50 centimes, 1 euro?
il y a une charge qui augmente, le coût du comptable, les frais de carburant ou je ne sais pas quoi, je touche à une valeur, dans quelle mesure ou quelle répercussion ça a sur mon coefficient de frais généraux et quelle répercussion ça a sur chacun de mes prix, par l'intermédiaire de mon taux horaire et compagnie. Parce que c'est à ça qu'il faut arriver pour faire en sorte que vous puissiez dormir sur vos deux oreilles. Pour dormir sur vos deux oreilles, il faut que vous soyez sûr que chaque fois que vous faites un devis, vous le faites avec le bon prix. Et pour le faire avec le bon prix, il faut tenir à jour vos paramètres financiers et productifs, ce qui aura pour effet de tenir à jour vos taux horaires et vos coefficients, ce qui aura pour effet de tenir à jour vos prix unitaires que vous utiliserez pour faire vos devis. Quand vous savez que le prix unitaire que vous avez couché sur le devis que vous venez de faire est fraîchement moulu de l'actualisation de vos paramètres et du recalcul qui va avec, alors vous savez que votre prix est en cohérence par rapport aux besoins de l'entreprise. J'ai encore 2 questions pour vous. Est-ce que votre logiciel vient en complément de notre logiciel de devis facture? Il pourrait, mais ça serait compliqué en fait. Alors, il a un petit frère, le EasyGestion, qui s'appelle EasyPrix. Parce qu'en fait, à la base, moi, ce que je m'étais rendu compte, c'est que les logiciels du marché, vous prenez les EBP, les Batigest, les Ciel et compagnie, puis il y en a plein d'autres, ces logiciels-là font effectivement du devis et de la facture. Éventuellement, ils gèrent une bibliothèque de prix, mais dans la plupart des cas, il faut venir avec des coefficients et des taux horaires précalculés. Et la plupart du temps, toujours, les artisans ne sont pas équipés d'outils pour justement maîtriser le calcul de ces coefficients et de ces taux horaires. Or, pour moi, c'est fondamental. Donc, le EasyPrix que vous pouvez trouver sur notre site Internet, il sert effectivement à répondre à le premier étage de la fusée, c'est « dites-moi qui vous êtes, vos caractéristiques financières et productives, et je vous dirai quel coefficient, quel taux horaire vous devez pratiquer ». Le EasyPrix, il fait ça. Et effectivement, ça, vous pouvez l'injecter dans un EBP, dans un Ciel et compagnie. Mais ça vous oblige à, d'un côté, faire le calcul et de l'autre côté, à actualiser votre taux horaire dans le logiciel que vous utilisez. Le EasyGestion, il fait donc tout ce qu'on vient d'évoquer, mais il fait aussi le devis et la facture et, soit dit en passant, la gestion de bibliothèque. Donc, l'intérêt d'avoir tout en un, c'est que si je touche à un paramètre financier qui caractérise mon entreprise, augmentation des frais de carburant, boum, j'enregistre cette modification, ça recalcule automatiquement taux horaire et coefficient. Si ça recalcule automatiquement taux horaire et coefficient, ça actualise automatiquement la bibliothèque de prix. Et donc, on gagne en efficacité. Voilà. Mais on peut s'y prendre autrement. Et puis, dernière question, est-ce que le EasyGestion prend en compte la prochaine réforme des e-factures? Oui, alors c'est en marche. Ça sera prêt, je crois que l'échéance, ça doit être, vous concernant, ça doit être mi-2024, je crois, puisque c'est à cette date-là que les petites entreprises seront tenues de faire de la facturation électronique de pro à pro, si je ne dis pas de bêtises, B2B, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein. Et 2026 pour le B2C, pour tout le monde, pour faire quoi. Donc, juillet 2024, on sera prêt pour le B2B, et si on est prêt pour le B2B, on est prêt aussi pour le B2C, puisque finalement, ça sera la même chose. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore parfaitement finalisé, mais ce n'est pas grave parce que notre public à nous, notre cible à nous, ça ne sont que les petites entreprises du bâtiment. Je ne souhaite surtout pas dénaturer l'outil pour en faire, comme bon nombre de logiciels du marché, un outil qui regorge de fonctionnalités pour plaire à tout le monde et qui finit par en être compliqué d'utilisation parce qu'il y a plein de fonctionnalités dont finalement on n'a pas besoin au quotidien. Merci Laurent. Je vous en prie.
Je vous remercie à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Donc, je vous donne rendez-vous pour la conférence de Michel le 19 juillet, enfin mercredi. Et vous avez mes coordonnées donc, qui s'affichent à l'écran. Si vous avez une question, vous voulez tester le logiciel ou simplement discuter de ce dont on vient échanger, indépendamment du logiciel, j'en serai le premier ravi et je suis à dispo. C'est une passion pour moi, ce sujet. Merci Laurent. Et merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. On vous envoie le replay et le support dans l'après-midi. Merci à tous.